Messieurs, dames, bien le bonjour. 17h24 à toutes les montres de France, de Navarre, d'Aquitaine et même à l'Assemblée nationale. J'espère que vous êtes en très grande forme pour ce nouveau Juste Bistrot. Vous le savez, c'est le rendez-vous. C'est 17h24 à l'heure du goûter, à l'heure du café, à l'heure de l'apéro. Chacun fait ce qui lui plaît. Voilà, on commence en chanson. J'espère que vous êtes en forme. Beaucoup de pain sur la planche aujourd'hui. Ah ouais, alors je vous le dis tout de suite, beaucoup de pain sur la planche, beaucoup de choses à se dire. Il y a de l'actualité, ça commence à bagarrer à l'Assemblée nationale parce qu'il ne leur reste plus que ça, hein. Vous l'aurez compris, vous connaissez la ligne de la maison, mais là c'est vrai que ça se corse. Là ça se corse un petit peu parce que nouvelle vidéo ce soir, imprévue au programme. Peut-être qu'on se mettra ça ensemble, hein. On regardera ensemble la vidéo, je vous ferai le director's cut de la vidéo de ce soir à 18h, qui est ici même, hein. Réforme des retraites, le 47.1, pire que le 49.3. Alors, qu'est-ce que c'est que cette merde? Je vais pas vous mentir, je l'ai découvert extrêmement récemment. Tout le monde s'emballe sur le 49.3 depuis un petit paquet de temps. Ça fait peur, c'est vrai que ça fait peur. On dirait les chicots d'Elisabeth Borne, t'as un truc où t'as pas envie d'y foutre l'annulaire. Et 47.1, c'est encore pire. Voilà, en termes de... Et c'est dans la Constitution française, hein. Je veux dire, ça n'a pas été inventé avant-hier. C'est encore pire que le 49.3 qui nous faisait peur jusqu'à présent. Là, on a une nouvelle disposition dans la Constitution française, disposition sur laquelle le gouvernement pourrait s'appuyer euh, extrêmement bientôt, en fait. Extrêmement bientôt, parce que justement, ils ne veulent pas mettre de l'huile sur le feu en utilisant le très symbolique 49.3. Ils pourraient aller plutôt vers le 47.1 qui leur facilite encore plus les choses. Donc, je vous explique tout ça à 18h. On regardera, je pense. Si ça vous dit, on regardera la vidéo ensemble. Je vous commenterai tous les coulisses. Pourquoi ce choix de pull? Pourquoi cette taille de barbe? Quelle est la marque de mon slibard? Enfin, vous aurez tout ce qui n'est pas dans la vidéo. Ça c'est cadeau. Ça, c'est pour Twitch. Ça, c'est de l'exclu. Donc, voilà, les amis. Bonjour. Bonjour à tous. Installez-vous confortablement. Tout le monde est là. Il y a mon Bigna. J'ai vu le Prince du Lac. Il y a MIP59. Il y a Miss Deans. Il y a Malicorne 007. On a vu qui Tartampion 34, bien sûr. Il y a tout le monde. Formidable main d'Edouard que l'on voit également en arrière-plan. Très bien, très belle main, très belle maîtrise. Voilà, gestion des réseaux sociaux. Là, il est en train de faire une sorte de sextape pour copains d'avant. J'ai jamais réellement compris ce qu'il faisait, mais on l'embrasse. Voilà, ça, c'est les jeunes, ils sont sur les réseaux. Merci à Toine76 qui vient de sub 11e mois, magnifique. Voilà, que du plaisir. Alors, on prend le chat gentiment, puis après, on dépliera un petit peu les sujets. Il y a Gros Clodo, qu'on embrasse, qui nous dit: Tu connais Philippe Pasco? Pas du tout. Pas du tout. Philippe Pasco, qui est ce monsieur? Je vais googler ça en temps réel. C'est un écrivain, visiblement. Je ne connais pas du tout. Alors, le titre des livres me plaît pas mal, hein. Pilleurs d'état, du goudron et des plumes, abstention, piège à con. Alors, là, ça m'a envie de le découvrir. Donc, je vais me renseigner sur Philippe Pasco, qui apparemment, hein, est le père de Panayotis Pasco. Voilà. Là, merde, par contre, là, j'enlève 10 points à Gryffondor. Euh, Panayotis Pasco. Alors, c'est pas une marque de houmous tendance, ce fut un journaliste, il me semble, chez Quotidien, si je dis pas de conneries. Allez, le petit journal, bon, maintenant qui est humoriste. Tout arrive. Donc, non, non, mais en plus, je blague, il est sympa comme tout, il est beau comme tout. Donc, voilà, à découvrir Philippe Pasco, on le dit. Merci à Gros Clodo pour cette information. Pas piqué des hannetons. On me dit, hein, le Grizzly 69 qui dit il est passé chez Tabibian. Alors, dans ce cas-là, c'est bien. Dans ce cas-là, déjà, on est bien, ça fait plaisir. Il y a Nyang Daouda que je salue qui dit t'es chaud ces temps-ci, ça fait plaisir. Bah ouais. Attends, on a dit c'est 2023, on y va pleine balle. Donc, on y va à fond. La découverte, 96 nano fromage également qu'on embrasse, qui dit Jean Massier, c'est cool de voir l'Assemblée aussi. Voilà. Alors, le spectacle à l'Assemblée, c'est vrai que je pourrais vous le diffuser et puis commenter des trucs. Je préfère vous épargner ça, hein. Dans la mesure où ma ligne, vous l'aurez compris, ma ligne est de dire que tout ça est un sketch enfin, dont l'issue, on la connaît déjà, sauf mobilisation populaire, mais on ne peut désormais plus compter ni sur la Constitution, ni sur les oppositions, ni sur la démocratie. Donc soit ça va secouer dans les rues, soit de toute façon cette réforme va passer. Donc si on peut s'éviter 3 heures d'Assemblée nationale à voir des grabataires gesticuler pour défendre leurs 7 000 € par mois, honnêtement, voilà, hein.
Comme disait Caris, bas les couilles, frère. Tu vois. T'as vu, j'ai cité. Il y a la citation, il y a la connaissance, il y a la maîtrise. Donc, voilà. Après, si vous voulez qu'on mette l'Assemblée, on met l'Assemblée. Si ça peut en faire plaisir à certains, c'est vous qui voyez, hein. Si vous êtes gérontophile, faites ce que vous voulez, hein. Mais moi, c'est vrai que je préfère vous parler d'autres choses. Tiens, par exemple, ça, vous l'avez peut-être vu passer. L'INSEE a sorti ses chiffres aujourd'hui, hein, les données démographiques 2022. Alors, le Figaro résume un petit peu le bordel. On va regarder ça ensemble parce que ah, d'aucuns ne partagent peut-être pas la conclusion que je vais faire, qui n'est pas une conclusion, mais c'est juste une question qui n'est pas soulevée. Je trouve ça assez étonnant, hein. Donc, vous savez, chaque année, l'INSEE, hein, grand institut statistique français, donne les chiffres, hein, notamment les chiffres de démographie, naissance, décès, départ à la retraite, enfin tout ce qu'il y a. On apprend déjà qu'au 1er janvier 2023, la France compte 68 millions d'habitants. Déjà, ça, c'est pas mal. Ça fait une belle équipe de ping-pong. On est pas mal. Et point par point, alors on va commencer avec la natalité. Ça, c'est attention. Ça, c'est natalité. Alors, c'est le nombre de bébés. Rien à voir avec Nathalie Baye ou des choses comme ça. Natalité, c'est le nombre de bébés qui ont vu le jour. En 2022, 723 000 bébés sont nés en France, soit 19 000 nouveau-nés de moins qu'en 2021. Donc, c'est moins 2,6%. Alors, petit point démographie, mais vous allez me voir venir sur le point le plus saillant de cette affaire. On apprend, hein, que les naissances avaient connu un rebond en 2021 après 6 années de baisse consécutive, laissant entrevoir un espoir de reprise. Las, il ne s'agissait que d'un rattrapage post-confinement du printemps 2020. Pour l'INSEE, le nombre de naissances en 2022 est ainsi le plus faible depuis 1946. Alors, on pourrait se dire déjà, merde, bon, les Français, faut niquer à un moment donné. Voilà, ça, c'est pas des termes techniques, mais au bout d'un moment, en avant, quoi. Hein, on se met un truc un peu chaud, on se met la sextape Macron-Mbappé, puis on y va, quoi. Un coup de chignole, ça fait pas de mal. Mais le côté moins fun des statistiques de l'INSEE, alors si tant est, hein, que les statistiques de l'INSEE fussent fun un jour, c'est la mortalité. Ah, c'est la tuile. Ah, c'est la tuile. Ça, c'est les morts. Les morts, ça, c'est pas terrible. Mais là aussi, on a une donnée quand même qui est intéressante sur le plan démographique. Euh, on apprend, hein, que les démographes tablaient sur un chiffre moins élevé après la mortalité élevée de 2020 et 2021, liée au Covid, vous le savez, hein, les premières vagues meurtrières du Covid. 2022 compte finalement 5000 décès de plus qu'en 2021, plus 0,8%, à peine moins qu'en 2020, moins 2000, précise l'INSEE, et surtout nettement plus qu'en 2019, plus 54 000. Donc, si on résume, alors bien sûr, je mets des pincettes parce que sinon, enfin, je mets des précisions parce que sinon, l'Express va dire je suis une ordure. Donc, tu vois, ça, faut faire attention. Donc, merci à Babcom5 qui vient de subprime, c'est le 8e mois, merci beaucoup. Bien sûr que je vais prendre des raccourcis qui vont résumer une situation qui est bien plus complexe à comprendre, mais je veux surtout soulever des questions, plus qu'amener des conclusions, parce que bien évidemment que c'est pas moi qui vais conclure sur le bilan démographique de l'INSEE, mais rappelons-nous quand même qu'en 2020, on devait tous mourir. C'était année record, pandémie, et effectivement, c'était grave. Bon, bah, visiblement, ça n'a pas été si mal géré que ça, parce que on a 2000 morts de plus qu'en 2022. Donc, bon, pour une année record où à côté la peste noire, c'était une colonie de vacances, euh, statistiquement, on n'est pas si mal que ça. Par contre, ce qui est intéressant au niveau de l'analyse, en tout cas que fait le Figaro, ce sont sur les interprétations de 2022. On apprend, hein, l'INSEE, il voit l'effet combiné, donc sur cette mortalité très élevée en 2022, en tout cas quasiment aussi élevée qu'en 2020. L'INSEE, il voit l'effet combiné de l'arrivée au grand âge des générations nombreuses du baby-boom, du variant Omicron, d'une épidémie de grippe tardive et des 3 périodes de canicule de l'été. Là, j'ai pas compris. Là, j'ai pas compris parce que 2022, on a levé toutes les mesures, donc sur quasiment les 3 quarts de 2022, hein. Qu'est-ce qu'il y a à voir avec le variant Omicron? Alors, à moins que le variant Omicron, ce fût une maladie à part entière. Mais sauf erreur, ça appartient à Covid-19. Donc, ça, j'ai pas compris. Épidémie de grippe tardive. Bah, dans tous les cas, enfin, ça veut dire quoi tardive? Ça veut dire janvier ou février 2022. Moi, il me semblait que tout le monde crevait du Covid. Et que évoquer la grippe, c'était être rassuriste.
plus ou moins un fils de pute. Voilà, pour être. Voilà, bon, c'est les termes qui n'ont pas été dits à la télévision, mais je pense qu'il faut les sortir. Donc, pas compris cette affaire-là. Et les 3 périodes de canicule de l'été. Parce que c'est vrai qu'on a eu 3 canicules. Faut se rappeler ça. 2022, au début de l'année, on devait mourir du Covid. Après, on devait mourir brûlé de la température. Et là encore, bien évidemment, très loin de moi l'idée de nier hein, les canicules, visiblement, en tout cas l'été terrible que nous avons vécu, avec les feux de forêt, avec voilà, cette chaleur effectivement record qui a pu causer bien évidemment une hausse des décès. Par contre, au risque hein, de m'attirer les foudres d'un journaliste de l'Express qui n'aurait rien d'autre à foutre que se pencher sur mon triste cas, est-ce qu'on peut au moins soulever la piste du vaccin? Soulever la piste. Je ne vous dis pas que c'est une conclusion. Je ne vous dis pas que c'est à cause que de ça et qu'on aurait 0 mort sans le vaccin. Mais dans un sens comme dans l'autre, je trouve ça intéressant que le terme de vaccin ne soit pas évoqué. Euh, Parce que là, j'ose imaginer que si on avait une baisse de mort manifeste vis-à-vis de 2020-2021, l'INSEE, en tout cas certains médias dans leur interprétation, auraient pu dire voilà, c'est l'effet du vaccin, dont acte, et c'est très bien. Et j'aurais pas plus discuté parce que j'ai pas plus les éléments. Mais là, je m'étonne quand même que l'idée ne soit pas soulevée. Alors j'insiste vraiment, hein, monsieur l'Express, si jamais vous êtes dans le secteur, j'insiste vraiment sur le fait que c'est une idée que je soulève. Je m'étonne que ça ne soit pas évoqué dans les statistiques. Et bon, ça peut arriver. Hein. On nous avait dit, c'est le rapport bénéfice-risque, tu vois. Si ça a tué 10 personnes, mais que ça en a sauvé 100, bon, ben voilà. Mais il faut quand même le reconnaître. Donc, je m'en étonne, voilà. Et là, vous voyez, hein, on a quand même un solde naturel, donc évolution du nombre de naissances et de décès en milieu, et de décès en milliers, pardon, en France, qui se rapproche du niveau de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc on a quand même quelque chose qui est très intéressant à observer sur l'aspect démographique. On voit ce solde naturel qui se rapproche très dangereusement, où les décès pourraient devenir supérieurs au nombre de naissances. Donc avec une démographie qui deviendrait négative. Et là, on a des problèmes économiques à long terme. Alors j'évoque des notions qui ne parlent pas forcément à Bruno Le Maire, hein, qui fait de l'économie à l'échelle d'une demi-heure, si vous voulez. Ce qu'il vous dit à 17h30, à 18h15, c'est une fake news. Donc ou un oubli. Donc voilà, faut être prudent là-dessus. Mais quand tu t'intéresses aux logiques économiques et démographiques à long terme, cette situation est plus que problématique. Donc je l'ai dit tout à l'heure de manière un petit peu grivoise, mais au bout d'un moment, allez, on y va là. On sort la chignole et on fait des gosses, parce que sinon, ça va être la tuile. Et plus sérieusement, cette affaire de démographie, elle est vraiment à prendre au sérieux, parce qu'elle s'observe dans d'autres pays. Euh, et ce qui est intéressant, alors on en avait déjà parlé hein, la dernière fois, j'étais un petit peu emballé avec des réflexions tirées par les cheveux, mais il est intéressant de voir que tout se recoupe avec cette logique de la réduction du nombre d'enfants. Parce que maintenant, un enfant est une pollution. Oui, ça, c'est les écolos qui nous avaient expliqué ça. Alors, moi, je n'avais pas tout compris tout de suite, mais faire des enfants, c'est la pollution, en fait. Voilà. Un détritus, un gosse, même s'il est moche, hein, ça revient au même. Ça revient au même. Donc il est intéressant de voir converger toutes ces grandes idéologies contemporaines qui tendent à la baisse des démographies. Et aujourd'hui, ça se voit. Aujourd'hui, ça se voit. Alors, quelles sont les causes? Hein, Monsieur l'Express, vous avez vu, j'ai été prudent. Là, j'ai fait œuvre de prudence. Mais intéressant de constater que, euh, pour le coup, l'écologie porte ses fruits. Pour les éoliennes, bon, là, on s'est chié dessus. Par contre, sur la dénatalité, là, par contre, il y a du monde. Là, ça fonctionne bien. Qu'est-ce qui entraîne ça? Quelles sont les causes réelles? Ce serait extrêmement intéressant à observer parce que les répercussions sur l'économie française vont se voir très rapidement. Si le solde naturel s'inverse en France, c'est assez catastrophique hein, ce qui peut se passer derrière, parce que c'est bien beau de faire une réforme des retraites, mais il faudra la financer avec un nombre d'actifs qui ne doit pas baisser dangereusement, sinon le problème restera le même. Donc ça va être coton. Ça va être coton. Merci à IMD80 qui vient de se 4e mois. Que du plaisir. Je prends le chat, hein. Il y a Joe Trembleur qui dit les éoliennes font moins d'enfants aussi. Alors, apparemment, ils ont accouché de Sandrine Rousseau. Parce qu'en ce moment, elle brasse du vent, la bougresse. Oh là 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 là.
Je, j'ai préparé pour la farce tranquille. Et une fois de plus, c'est quasiment un spécial Sandrine Rousseau. C'est sidérant, hein. Elle a un débit de conneries, ça me rend jaloux, hein. Je peux pas vous mentir non plus, hein. Qu'est-ce qu'elle nous a dit? Je vais vous montrer. Attendez, bougez pas que je retrouve ça parce que tape Sandrine Rousseau, c'est le cirque Pinder sur Twitter en fait. Qu'est-ce qu'elle nous a dit? Nanana, attendez, elle a dit quelque chose sur le travail, c'est bluffant. Voilà, j'ai la séquence. Je vous le mets. Attention, ça dure 1 minute 57. Euh, esprit fragile, attention. Les taux d'invalidité augmentent de manière conséquente en fin de vie et notamment en fin de vie de travail et notamment à partir de 55 ans. Et même le corps le dit, à chaque fois que Le vous Conseil faites d'orientation des retraites, voilà, à pas le chaque fois que corps vous faites humain. une réforme qui augmente l'âge de départ en retraite, en fait, vous augmentez les dépenses sociales d'invalidité, de médecine, enfin de santé, Alors c'est ce que le gouvernement veut d'incapacité. éviter en accompagnant mieux tout au long de la vie. Ça, 5 c'est un argument qui a été relevé pour le coup par Oui, l'exécutif. mais par exemple, quand il Vous parle, dites inefficace, quand le mais c'était gouvernement relevé. ne parle plus de pénibilité, mais parle d'usure, d'accord? Oui. Et vous avez remarqué ce glissement Tout à fait, sémantique. absolument. Eh bien, c'est un L'usure glissement qui professionnelle. n'est pas neutre. C'est-à-dire que ce sont nos corps qui s'usent, alors que quand on parle de pénibilité, ce sont les métiers qui sont pénibles. C'est le travail qui est pénible. Et en fait, c'est comme si c'était désormais de notre responsabilité d'être usé ou pas usé. Vous Et ça, assumez c'est de vraiment dire la politique le travail est d'Emmanuel quelque chose Macron. de pénible. Il y a quelques Mais mois, bien sûr que vous le aviez fait travail est réagir en quelque disant chose de pénible. moi je revendique le droit à la paresse. Tout à fait. Est-ce que c'est encore ce que vous dites Mais aujourd'hui? tout à fait, parce que c'est profondément écologique et parce que c'est profondément social. Pourquoi écologique? Parce que il y a 2500 études dans le monde qui montrent que plus on travaille, plus on émet du carbone. Et qu'en fait, la réduction du temps de travail est une mesure écologique. Voilà. Donc là, je sais pas quoi vous dire. Alors, alors déjà, niveau 1 de la réflexion, bon, c'est sûr que quand Sandrine Rousseau parle de la pénibilité du travail, si vous voulez, c'est quand moi je parle des abdominaux. Ce sont des choses que j'ai jamais vues. Voilà, ça, en photo, dans des films, tu vois. Mais me concernant, tu peux oublier. On est parti sur un dessus de poudriette encore tout neuf, tu sais, tac, le gras, tu racles au couteau. Bon ben voilà, ça c'est ma dynamique abdominale. Sandrine Rousseau qui parle de pénibilité, si vous voulez, elle est prof d'économie. Elle a commencé sa carrière en écrivant un livre où elle imaginait une femme qui tuait des hommes en les pelant telles des patates. Et tout ce que je vous dis est vrai, hein. Enfin, vous vérifierez, hein. Euh, derrière, elle vous parle de pénibilité au travail. Elle était prof et maintenant elle fait de la politique pour Europe Écologie Les Verts. Donc voilà, si tu cherches un endroit où ça sent la sueur, c'est pas là qu'il faut aller. C'est pas par là. Euh, donc elle te parle de cette notion-là, donc je veux dire, bon, déjà c'est assez obscur. Et niveau 2, euh, on va pouvoir gentiment parler de reductio ad Greta Thunberg. Vous savez, c'est une figure, hein, de rhétorique, il y a la reductio ad Hitlerum. Quand vous voulez décrédibiliser quelqu'un, vous le comparez à Hitler. Tu vois. Je sais pas, t'es avec ton avec ton beau-frère à table, il te dit ouais, file-moi le rôti. Et l'autre il te dit ouais, comment ça, hein, et tu dis oh, Hitler. Bon alors là, la situation est pas terrible. Il est 17h42, je vais pas eu des idées formidables. Mais quand tu compares quelqu'un à Hitler, automatiquement l'idée c'est de décrédibiliser un discours parce qu'on peut pas faire pire qu'Hitler. Tu vois. En termes de référence, c'est vrai que c'est pas. Enfin, même Christophe Maé, il est pénible vocalement, mais quand même, tu peux pas en arriver là. Merci à MIP59 qui a offert un abonnement à Yvette0102. Ça, c'est plaisir. Ça, c'est gentil comme tout, merci. Donc, si vous voulez, la réductio ad Greta Thunberg, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que pour décrédibiliser un sujet, vous le mettez dans une logique écolo. C'est-à-dire que là, on parle réforme des retraites, on parle pénibilité au travail, et elle te dit, oui, en fait, travailler, ça pollue. Fin du débat. Parce que qui derrière peut soutenir non mais polluer c'est bien? Forcément, tu vois, t'es bloqué sur le plan de la rhétorique. Mais c'est profondément débile. On est d'accord qu'au bout d'un moment, tout ne peut pas se réduire à l'écologie. Et le piège rhétorique est assez bien pensé, parce qu'en vous disant ça, on va dire je suis climato-sceptique. Aïe, alors déjà que j'étais un connard, ça commence à faire un sacré CV. Et Sandrine Rousseau est exactement là-dedans. C'est-à-dire qu'on lui parle d'un sujet qui n'a rien à voir et elle le défend avec l'écologie. Mais ça marche avec tout, hein, rendez-vous compte.
On peut lui parler, je sais pas, la réduction des morts sur l'autoroute. Ah oui, mais en plus, conduire, ça pollue, donc faut baisser la vitesse. Tu peux lui parler de l'autorisation du CBD, tu sais, fumer le CBD. Ah oui, mais fumer, ça pollue. Enfin, tout devient possible à partir du moment où on le regarde avec ces lunettes-là. Et c'est profondément débile, quoi. Sérieusement, je trouve, politiquement, c'est débile. Et c'est dire le niveau du débat, quoi. Par contre, quand il y a sa copine, euh, c'était quoi? C'était Emmanuel Pierre-Marie ou quelque chose comme ça, la maire du 12e arrondissement, élue Europe Écologie Les Verts, qui va à New York en avion pour voir sa famille et passer Noël là-bas, alors qu'elle a installé, hein, vous vous en rappelez peut-être, j'en avais parlé dans La Farce Tranquille, elle a installé enfin, elle a installé, elle a fait subir à ses administrés dans le 12e arrondissement ceci, qui pour elle est un sapin de Noël. Voilà. Alors, bon, pour moi, c'est le plug anal de Gargantua. Mais bon, c'est pas. Après, chacun a sa vision des sapins. Et elle te dit, c'est Noël, ça, c'est un sapin de Noël. Parce qu'il faut pas mettre un arbre mort. Par contre, elle se tire à New York voir sa famille en avion. Tu l'imagines bien. Là, par contre, Sandrine Rousseau, on l'entend pas, tu vois. Merci à Mad Le Sang qui vient de Subprime. Merci beaucoup, c'est magnifique. Euh, donc, si vous voulez, ça, je trouve ça profondément sidérant et malhonnête. C'est-à-dire que Sandrine Rousseau vient culpabiliser les gens. Enfin, maintenant, il faudrait culpabiliser de travailler. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la bêtise. C'est-à-dire qu'elle vous parle à la fois de pénibilité, avec des gens, en fait, bah, s'ils ont des métiers pénibles, c'est qu'ils n'ont pas franchement le choix. Euh, Rêve-t-on d'une carrière de charpentier, d'éboueur, de métiers rudes, de métiers compliqués? Alors, bien sûr qu'il y a il y a des vocations, et fort heureusement, mais au bout d'un moment, quand on dit aux gens, pour faire un peu de gauche, on va lutter la pénibilité quand même, hein. Mais de toute façon, polluer, c'est pas bien. Mais est-elle sérieuse en disant ça à des gens qui sont à l'euro près à chaque fin de mois, tu vois? Et tu viens leur dire, non, mais en fait, travailler, ça pollue. En fait, même travailler, vous êtes coupable. Je veux dire, c'est ridicule, c'est profondément ridicule. Par contre, pour sa copine, là, on l'a pas entendu moufter. Donc, c'est assez sidérant. Euh, je sais même pas pourquoi j'en arrive à là, tu vois. Je me suis emballé tout seul, hein. C'est fou, hein. Je blablate dans des dimensions, hein. Pourquoi je vous parle de Sandrine Rousseau? Tiens, je remonte le chat, mais ah, c'est fin de journée, hein. Là, pour ça que je vous dis, juste bistrot en fin de journée, c'est pas la meilleure idée du monde non plus, hein. Non, mais oui, on est venu sur. On a dû parler de bêtises automatiquement. J'ai deux neurones qui se touchent. Sandrine Rousseau. Ça me semble assez mécanique. Donc, euh, donc non, non, c'est terrible. J'ai vu dans le chat, alors il y a Montbignat, que je salue, que j'embrasse, un sujet sur lequel je veux revenir, alors, sans revenir dessus. Mais vous me dites dans le chat ce que vous en pensez, parce que ça aussi, ça m'a mis un petit peu les abeilles. To put the bees around my head. Voilà. Ça, c'est déjà ça. Paf, ça c'est fait. Euh, Montbignac qui nous dit sur l'affaire Ciotti, je retrouve le message, bougez pas. Merci à Maya Yamadis qui vient de se prendre également, merci beaucoup. Il est où Montbignac? Oh, j'ai perdu, tu vois. Je suis un affreux Jojo, tu vois. Il est où le message sur Ciotti, Montbignac? Tu m'as mis ça où? Oh, tu peux me remettre parce que je suis perdu là dans le chat, je comprends rien, tout ça. Bon, enfin, l'affaire Ciotti, de toute façon, vous avez compris le contexte. Mediapart a révélé hier, je vous lis, hein, je l'ai tué, l'article de Mediapart, depuis plus de 18 ans, la mère d'Éric Ciotti occupe une place dans un hôpital réservé à des soins de courte durée. Du coup, la prise en charge est entièrement assumée par la sécurité sociale avec au moins 500 000 euros d'économie pour la famille Ciotti. Donc, Mediapart révèle ça. Tu vois, on en sait plus. Le Parisien a complété, hein. La mère d'Éric Ciotti profitait depuis 18 ans d'une prise en charge injustifiée de la sécurité sociale. D'après Mediapart, la famille aurait économisé plus de 526 000 euros sur l'hospitalisation d'Annie Ciotti, paralysée depuis un AVC en 2004. Donc en plus, elle court pas le marathon, madame. Tu vois. Madame Ciotti, elle court pas le marathon. Donc, bref. Tout le monde en a parlé. Et Ciotti s'en est expliqué ce matin chez Apolline de Malherbe. Je vous mets la petite séquence pour être complet. Mais je vais vous donner après mon avis là-dessus. Ça commence à me courir sur le haricot. Et peut-être pas pour les raisons auxquelles vous pensez. Et qu'est-ce que vous répondez à cela? Je crois que là, on atteint le sommet de l'ignoble. Je me suis engagé en politique, pas pour... j'imaginais pas connaître ce type d'attaque. On est allé fouiller dans le dossier médical de ma mère, qui a 58 ans, a subi un AVC, qui est tétraplégique, qui vit sur un lit de souffrance, qui a besoin de soins précis. Ce n'est pas moi qui
qui gère son hospitalisation. Ce sont des médecins qui ont décidé de sa situation. Je ne suis jamais intervenu auprès de qui que ce soit et de quelque manière que ce soit, mais je trouve cette méthode, je laisse à ceux qui l'ont fait le soin de gérer leur conscience, mais que la politique atteigne ce niveau de caniveau, qu'on vienne dire que ma mère peut pas avoir droit à certains soins dans l'état où elle est, c'est dégueulasse. Voilà. Donc, Éric Ciotti, hein, qui en a parlé euh, le matin chez Apolline de Malherbe sur BFM TV. Alors, de deux choses l'une. Voilà. Et là, attention, regarde, tiens, paf, allez, voilà, allez, vous l'avez mérité, hop, voilà. Voilà. De deux choses l'une. Alors, on a une révélation qui est, bon, vous connaissez le genre de la maison, qui effectivement pourrait et peut, à juste titre, scandaliser sur est-ce que Éric Ciotti a fait jouer sa place, ses connaissances, son carnet d'adresses pour obtenir une situation médicale favorable pour sa mère. La question peut se poser. Premier élément, déjà Mediapart n'est pas un juge, Mediapart n'est pas un inspecteur de police, donc ça ne reste qu'une révélation de presse, comme tout ce que dit Mediapart, qui est plus ou moins sourcé, qui est plus ou moins renseigné. Donc, même si on a envie de se jeter dessus et de tirer sur l'ambulance sans mauvais jeu de mots, il ne faut pas oublier que ça reste une révélation de presse. Et je dis pas ça pour défendre Éric Ciotti, vous savez très bien que politiquement, je trouve que c'est une ordure, qui a vendu son parti à la Macronie, à la République En Marche, et qui n'a jamais défendu les Français au moment du pass sanitaire et autres mesures du genre, et qui, en plus, a été bien plus silencieux quand il s'agissait de faire voter chat et chien aux primaires et aux présidentielles. Donc, qu'on soit bien d'accord, je ne le tiens pas en estime, hein, vraiment, vraiment. Et en haute estime, même au contraire d'ailleurs, même au contraire. Donc, au moins qu'on soit tout à fait au clair là-dessus. Par contre, ce qui commence à m'embêter gentiment, c'est cette capacité de Mediapart à relever des affaires dont tout le monde se fout. Euh, C'est-à-dire que quand le problème numéro un de la France, ce sera de savoir la situation médicale de Maman Ciotti, bon, alors honnêtement, déjà, moi je serais en vacances à Punta Cana ou à Bourg-la-Reine, j'en sais rien, mais j'aurais plus grand-chose à vous dire, sincèrement. Donc Mediapart, ils sont mignons comme tout, mais on en est où de McKinsey? On en est où des comptes de campagne d'Emmanuel Macron? On en est où de toutes ces affaires-là? Quitte à faire des enquêtes, autant que ce soit sur des affaires qui touchent réellement aux intérêts de la France, à la souveraineté de la France, à tout ça. Alors, il y a Ben Ziziz qui dit, tu racontes n'importe quoi. Alors, je répondrai bien volontiers. Après, n'hésite pas à dire dans le chat hein, pourquoi t'es pas d'accord. Je finis juste mon petit truc. Euh, je m'étonne déjà de cette capacité de Mediapart à enquêter sur des choses dont on se fout quand même un petit peu. Parce qu'il y a eu les costumes de Fillon. Je vous dis pas que c'est pas grave, hein, qu'on soit bien d'accord, hein. Mais pendant qu'on parlait des costumes de Fillon, on ne parlait pas d'autres affaires du genre. On ne parlait pas des comptes de campagne d'Emmanuel Macron. Alors, même si à cette affaire, à ce moment-là, on était au tout début, on ne parlait pas du patrimoine d'Emmanuel Macron, par exemple. Hein, ex-banquier d'affaires chez Rothschild, qui arrive aux élections présidentielles, comme ça, en un claquement de doigts, s'impose. Donc, Mediapart a aussi cette curieuse capacité à soulever des affaires qui vont dans le sens alors du pouvoir en place au moment des costumes de Fillon, du pouvoir qui allait être en place, mais cette capacité à soulever des affaires qui, à mon sens, ne sont pas les priorités, encore moins maintenant. Fillon, pourquoi pas, mais vraiment maintenant, je trouve pas. Et à pas forcément se concentrer sur les vrais sujets. Et puis, deuxième point, sur lequel quand même, et je vois même des amis, des camarades de la sphère, on va dire, des gens qui sont assez proches hein, sur la ligne d'habitude, je trouve ça intéressant et curieux que pendant 2 ans, on se soit battu contre la rupture du secret médical qui était faite aux personnes non vaccinées et compagnie. Et là, on étale la situation d'une dame qui est paralysée à la suite d'un AVC, et ça dérange personne en fait. Ces faits-là ne sont pas graves parce qu'ils touchent à la masse. À partir de 1, c'est grave. Pourquoi la situation de Madame Ciotti, elle est étalée comme ça dans la presse? Le secret médical, on en fait quoi en fait? Donc, si on veut être cohérent, si on s'est battu pour le respect du secret médical, pour le respect de la charte de Nuremberg, du serment d'Hippocrate, si on s'est battu pour tout ça en période de Covid-19, c'est pas pour que au moment où ça touche une sorte de méchant d'Austin Powers, enfin la maman du méchant d'Austin Powers, à savoir Eric Ciotti, là on ferme les yeux et on dit c'est formidable.
euh, au risque, effectivement, qu'on me prenne pour un pisse froid, de dire «Ah, tu défends Ciotti», tout ça, bon, si vous voulez, hein. Mais moi, je suis désolé, il y a un secret médical, quoi. Il y a un secret médical qui, pour les mêmes raisons qu'au moment du Covid, n'a pas à être étalé comme ça dans l'espace public. Et là, Mediapart est allé jusqu'à interroger un gériatre qui a donné son avis sur la situation de Madame Ciotti. Voire d'ailleurs, je crois, l'un des gériatres qui s'occupe de la mère de de Monsieur Ciotti. Donc, euh, s'il y a une affaire réelle, sourcée, renseignée, qui doit faire tomber sur, enfin doit faire tomber, il fait voter des chiens, donc si vous voulez, et des chats, donc bon, on n'est plus à ça près. Mais s'il y a vraiment une affaire qui doit faire tomber, une affaire de sous, d'argent public qui est détourné, où il fait jouer son réseau et tout, c'est très bien. Pour moi, déjà, c'est pas la priorité. Mais par contre, étaler comme ça et rompre un secret médical euh, sur la place publique, je suis pas, franchement, je suis pas certain des méthodes. Donc voilà, je vous donne hein, mon petit avis là-dessus. Alors, je prends les messages, j'avais dit, de Benziziz qui nous dit le problème, c'est pas l'état de santé de la vieille, c'est la durée de son hospitalisation dans un service court séjour et du fait que Ciotti a largement contribué à détruire l'hôpital public. Si tu penses que tout le monde s'en fout. Et deuxième point, il est là parce qu'elle occupe un lit dans un service où elle n'a rien à faire, où les personnes lambda n'ont pas le droit. Alors, écoute, moi, t'as l'air très bien renseigné, cher ami, donc merci à toi pour ces précisions. Moi, je t'avoue que je vais quand même prendre des distances parce que ça reste l'enquête de Mediapart. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Mediapart n'est pas juge, hein, n'est pas procureur, n'est pas quoi que ce soit. Donc, s'il doit y avoir une enquête, il y en aura. Alors, on va pointer du doigt le fait qu'effectivement je sois naïf et que la justice en France, ça, je suis tout à fait d'accord. Mais euh, par contre, voilà, euh, il est aussi possible que tout cela se soit fait sur l'avis d'un médecin, comme le dit Eric Ciotti. Il a aussi le droit d'avoir une version qui peut être prise en compte. Vraie ou fausse, comme vous connaissez la maison, c'est pas moi qui vais vous dire qui a raison, qui a tort. Je peux avoir mon avis, et très sincèrement, ça reste entre nous, ça m'étonnerait pas qu'il y ait une fois de plus un jeu d'influence, un jeu de pouvoir de la part de Ciotti. On le sait, lui et ses copains des LR sont des habitués du genre, donc qu'on soit bien d'accord, hein. Si je vous dis tout ça, bien sûr que j'ai mon petit avis et que ça va pas franchement dans le sens de penser que Ciotti est une vierge politiquement et qu'il n'a jamais rien fait de grave. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on est tout à fait d'accord. Mais la façon de faire me semble tout à fait curieuse, à la fois parce que Mediapart va occuper le terrain avec des affaires dont on n'a rien à foutre dans les médias. Enfin, aujourd'hui, je ne sais pas si vous vous rendez compte, on a une réforme des retraites qui va bouleverser notre système actuel. Il y a des jeunes qui se mobilisent dans la rue, qui envisagent de se mobiliser, et on a des médias qui titrent «Oh, mais de toute façon, les jeunes, pourquoi, on ne comprend même pas pourquoi ils se mobilisent, c'est pas leur problème». Enfin, on fait péter le ciment de la France depuis plusieurs années, et là, faudrait aller s'intéresser à Éric Ciotti. Enfin, si les Républicains avaient encore une once d'intérêt, ça se saurait. Je veux dire, leur candidate au présidentiel 2022, un chien a voté pour elle. Alors, je focalise beaucoup sur cette affaire, mais il faut quand même se rendre compte de ce que ça veut dire. Et Éric Ciotti, à ce moment-là, on l'a pas entendu. Il n'est pas venu dire «Ah non, je quitte le parti, c'est lamentable», tu vois. Ils sont tous restés. Donc bon, je vous avoue que c'est délicat, quoi, de venir penser que ce parti a encore une once de respect, a une once de crédibilité, quand on voit tous les escrocs qui sont passés par là et qui sont partis chez les copains, hein, Estrosi en première ligne, euh, quand on voit des gens, Bruno Le Maire, hein, au départ, il vient de là-bas, hein. Donc c'est quand même un joli centre de formation d'ordures politiques. Politique, hein, je n'attaque pas les humains, toujours le respect. Mais c'est vrai que c'est un peu le centre de formation des escrocs de la République En Marche. On en retrouve un certain paquet quand même. Donc, faut pas oublier ça non plus. Donc, venir aujourd'hui crier au scandale sur l'affaire Ciotti, enfin, ok, on vous met ça devant les yeux, mais pensez quand même à regarder sur les côtés, parce que pendant ce temps, la caravane passe, tu vois. Voilà, donc c'est bon, c'est mon petit coup de gueule. C'est mon petit coup de gueule là-dessus, parce que, ouais, Thierry Solaire aussi. Il y a le souverain qui dit ça dans le chat, effectivement. Thierry Solaire aussi, alors pareil, hein. Lui, ah, il cumule le salaud. Ah ouais, non, c'est belle performance de Thierry Solaire. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur l'affaire Ciotti. Et les amis, il est 17h59 et la nouvelle vidéo juste milieu va commencer, hein. Si ça vous dit, vous pouvez dire dans le chat oui, ok. Enfin oui ou ok.
oui et ok. Enfin, en fait, vous faites ce que vous voulez. On se la mate, hein, version Director's Cut. Je vous explique un petit peu voilà, les coulisses de tout ça. Et puis, on en papote après. Voilà, tranquille. Hein, tranquille. Hein. On me dit qu'il y a le proviseur hein, qui lève le camp. Donc, dans le chat, pas de bêtises. Là, c'est moi qui prends la responsabilité. Là, ça va chier les bulles carrées. Ah, moi, j'ai attention. J'ai 49-3 direct. Hein. Le premier qui me fait chier, je le déloge. Ah, je l'envoie tout de suite à l'île Maurice, je sais pas où, mais je trouve un territoire. Donc attention. Attention, ça va bientôt commencer cette affaire de nouvelles vidéos. Voilà, magnifique, magnifique pull. Hein, derrière moi, c'est la nouvelle collection Edward Summer Hits. Voilà, c'est incroyable. Incroyable. Ah, il est jeune. Que du plaisir. Petit. Peut-être un petit mot pour la France avant de quitter le navire pour ce soir. Non. C'est bon. Merci pour cette allocution qui rappelle les grandes heures du charisme de Sandrine Rousseau. Merci à toi, t'es le meilleur. Que du plaisir. Là, vous avez les aléas du direct hein, qui se passent tout de suite. Salut le chat. Salut le chat, dit-il. Salut à toi. Allez les bleus, à demain, en pleine forme. Voilà, les aléas du direct, les amis. Et la vidéo qui va commencer, on va se lever tout de suite. C'est du plaisir avant toute chose. Cette nouvelle vidéo qui va commencer les amis hein, sur cette histoire de 47.1. Alors, j'ai vraiment... c'était une vidéo qui était vraiment pas prévue au programme. Alors, je sais que je vous le dis de temps en temps. Mais là, franchement... J'avais à cœur de vous parler de ça, j'avais le cul en larmes, comme on dit dans le... Ah, il a oublié. Je suis si mais un jour, tu verras sa tête. Non, mais c'est tête de merde. Allez, c'est fou. Hein. On m'entend, on me dit qu'on m'entend pas. Si, on m'entend. On m'entend plus. Ah oui, merde, désolé. Ah, désolé. C'est bon, normalement, c'est réglé. Là, c'est ton. Voilà, ça c'est incroyable ça. Ouais, tu vois, tu pars, c'est une catastrophe. Hein. T'es parti depuis 8 secondes, il y a déjà la musique, je suis à moitié à poil, c'est Punta Cana. N'importe quoi. Voilà. Bon courage, peut-être à demain. Qui sait. Voilà un petit peu hein, les amis. Alors, on me dit, attention dans le chat, alors, ça j'ai pas tout compris. Merci à Luneptune qui vient de lancer un raid avec un groupe de 52. Alors, merci beaucoup, cher Luneptune. Merci beaucoup. Le raid, ça, c'est le raid. Il nous a fait le raid. Donc là, attention, merci beaucoup, Luneptune. Bienvenue à tous, hein, les amis qui découvrent et on découvre tous ensemble la nouvelle vidéo juste mieux. Chers amis, soyons clairs, il y a parfois des vidéos qu'on préférerait ne pas faire. Taisez-vous. Mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Que vous venez de c'est super. J'espère que vous êtes en grande forme pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui qui n'était pas prévue au programme. Hein, vous le savez, ceux qui ont suivi notre joli calendrier, hein, notre joli planning de sortie des événements médiatiques hein, chez Juste Milieu, bah, c'était pas dedans. Vous pouvez retrouver ça sur les réseaux sociaux d'ailleurs chaque semaine. Là, c'est la surprise du chef. Enfin, c'est un Kinder Surprise avec une crotte de nez à l'intérieur. Tu vas voir, on va pas ricaner, mais avant toute chose, n'hésitez pas si vous le souhaitez à vous abonner à la chaîne Juste Milieu. Oh, il casse les couilles toujours à demander les abonnés. Ça, tu vois, ça m'emmerde. Ça, tu vois. Ouais, petite précision. Les élèves qui sont assis devant, qui ont déjà levé la main, hein, les Hermione Granger de Juste Milieu, vous avez vu la vidéo du 12 janvier dernier où je vous parlais du 49.3 hein, dans ce contexte de réforme des retraites. C'est le contexte du moment. Voilà, ceux qui sont passés à côté du sujet, effectivement, bon là, je peux plus répondre pour vous. Après, si vous êtes là, c'est qu'il y a quand même un espoir à sauver. Alors, dans cette vidéo que vous pouvez revoir hein, sur la chaîne si jamais vous voulez rattraper, je vous expliquais pour faire vite que ce projet de réforme des retraites actuellement en discussion en France est en vérité un symbole hein, de ce que notre démocratie peut faire de pire, hein, ce qui s'est accéléré d'ailleurs sous l'ère Macron, mais on ne va pas polémiquer sur ça, en tout cas pas aujourd'hui, ce qui est aussi un symbole de la soumission à l'Union européenne qui exige, en tout cas qui propose fermement, on va dire, aux États membres de suivre ce type de réforme, ce qui conditionne également l'envoi de l'argent du plan de relance européen suite au Covid, où voilà, quoi qu'il en coûte, bon, au bout d'un moment, quand tu as les poches vides, hein, il en coûte ton slibard. Donc l'Europe s'est dit, on va imprimer du bifton pour distribuer au pays, mais ce serait quand même très bien qu'ils fassent des réformes pour économiser du pognon, mais bien sûr, c'est pas obligatoire, mais bon, sinon on risque de peut-être pas donner l'argent, donc ce serait con, enfin bref, rien. Alors, première petite précision hein, sur ce point,
Vous savez, je parle du plan de relance européen, donc UE Next, quelque chose comme ça. Et en fait, l'idée, donc c'est un plan, on parle d'une somme assez conséquente, je crois que c'est entre 250 et 500 milliards d'euros, hein. C'est une somme monumentale en fait pour contribuer à relancer l'économie européenne après cette période de Covid où quand même tout le monde a bien douillé. Et l'idée, c'est voilà, l'Union européenne qui dit aux États membres, on vous file un petit peu de bifton. Euh, et puis, par contre, pour avoir ces bifetons, bah forcément, il y a les bonnes vieilles garanties. Rappelez-vous, à l'époque de la Grèce, hein, la fameuse Troïka, vous savez, avec les 3%, toutes ces données on nous jeter à la gueule, les notes des agences de notation aussi, vous vous en rappelez peut-être, AAA, BBB, mes couilles, tout ça n'existe plus, hein, les 3% les 3% de déficit, on les rappelle en fait quand il y a besoin pour alerter un petit peu l'opinion, mais entre-temps, on n'en parlait plus. Et là, c'est un petit peu pareil, dans la mesure où l'Union européenne a dit ça. Alors, on a eu des fact-checkers, attention, qui ont fact-checké et qui nous ont dit l'Union européenne n'a jamais dit que c'était obligatoire, mensonge, calomnie, allez vous faire cuire le cul. Enfin, ils ont fact-checké leur grand mort et il apparaît que en fait ça n'a jamais été dit. Enfin, en tout cas à titre personnel, je n'ai jamais dit ça. C'était une recommandation, si vous voulez, assez ferme de l'Union européenne pour conditionner ça. Maintenant, il suffit de regarder du côté de la Hongrie, par exemple, qui, dans un autre registre, hein, avait tenté de mettre en place le fait que... C'est Hongrie ou Pologne? Non, c'est la Pologne, pardon, excusez-moi, la Pologne. La Pologne qui avait tenté à un moment donné de faire primer la constitution polonaise sur le droit européen, et on leur a dit ça, on leur a fait un chantage à l'argent. Il n'y avait bien sûr aucune obligation de respecter ce que disait l'Union européenne. Maintenant, qui a envie de s'asseoir sur plusieurs dizaines de milliards d'euros indispensables à la relance d'une économie nationale? Il s'est passé exactement la même chose. Et donc, la France, voilà, on voit cette réforme des retraites se met en place. Vous pouvez aller voir chez nos amis belges, il y a le même débat. C'est-à-dire que l'Union européenne a repéré une liste de 7 ou 8 pays qui n'avaient pas encore les bonnes réformes, entre guillemets, et il y a eu des incitations assez fortes et qui sont liées au plan de relance. Donc, la France, en fin 2022, la France s'est engagée à mettre en place cette réforme dans le cadre du plan de relance. La France s'est déjà engagée vis-à-vis de Bruxelles. C'est ce que je vous expliquais dans la vidéo du 12 janvier. Donc qu'aujourd'hui on ait ce cirque sur la réforme des retraites, c'est une mascarade. C'est une véritable mascarade. Donc voilà, petit point de détail, tu vois, c'est la version Director's Cut. Ça a du charme. Rien ne va dans cette réforme des retraites. Ouais, c'est pas faux. Je vous expliquais également que le gouvernement a intégré le projet de loi des réformes des retraites dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Donc, ce qui permet de contourner un point de notre Constitution, parce qu'il y a des sessions parlementaires en France où on examine un projet de loi. Dans ce cas, le gouvernement a droit à un seul recours au 49.3. Par contre, quand il s'agit de l'étude d'un projet de loi de financement de la sécurité sociale, là, c'est 49.3 illimité, une sorte de flunch. D'ailleurs, je tiens à rappeler qu'il n'y a que chez Flunch qu'on peut fluncher, et c'est pas... Autre point de détail qui a toute son importance, j'adore Flunch. Voilà. Alors déjà, j'ai la bouche pleine, j'arrive à parler entre vous. Je suis un glouton, moi, on va pas se mentir. Et c'est vrai que Flunch, j'y ai d'excellents souvenirs. Tout ce qui est pommes dauphines en illimité, haricots verts, fut un temps, jus mangé du légume, euh, choses comme ça en fait. Moi, à partir du moment où tu me dis c'est illimité, déjà ça me tente. Tu vois, déjà il se passe quelque chose. Donc c'est vrai que juridiquement, j'aime beaucoup Flunch. Voilà. Non mais je tiens juste à le rappeler quoi. Précisément ce qu'a fait le gouvernement pour contourner cette limitation et donc pouvoir jouir de manière illimitée de son droit au 49.3. Tout ça pour vous dire que c'est une belle enculerie. Pardon s'il y a des enfants qui écoutent, mais il faut se boucher les oreilles. Et le pire, c'est le sujet de la vidéo, c'est qu'il y a encore pire que ça. Non, mais c'est pas vrai. Et oui, ce tour de passe-passe concernant le 49.3 n'est pas le plus grave de ce qui est en train de se passer autour de cette réforme des retraites en France. C'est un véritable scandale démocratique, je vous l'ai déjà dit. On ne va pas jeter de l'huile sur le feu alors que les premières manifestations s'organisent en France. On va y revenir, hein. On est le 17 janvier au moment où j'enregistre cette vidéo. Mais pour tout vous dire, j'ai découvert depuis peu, hein, et le gouvernement va l'utiliser, c'est pour ça que je vous en parle, cet article 47-1 de la Constitution qui ferait passer le 49.3 pour un bisounours. Alors là, il faut commencer à accrocher son slibard. Ceux qui sont un petit peu fragiles du bol stomacal, hein, bol digestif, là, attention.
Là, attention, là, ça va commencer à zouker sur cette affaire de 47.1, je sens que ça va vous plaire. Alors, les médias, certains en tout cas, se sont réveillés ces derniers jours pour vous parler de ce 47-1. Vous allez beaucoup en entendre parler dans les jours qui viennent. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? L'Opinion, le journal L'Opinion en a parlé dans son édition du 17 janvier justement. On peut lire, ça c'est dans la Constitution française, tous les liens sont en description de la vidéo si vous voulez creuser le sujet. Je vous lis l'extrait. Le Parlement vote les projets de loi de financement de la sécurité sociale dans les conditions prévues par une loi organique. Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le délai de 20 jours après le dépôt d'un projet, le gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de 15 jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l'article 45. Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de 50 jours, les dispositions du projet peuvent être mises en œuvre par ordonnance. Il ne faut pas avoir peur. Alors bon, c'est vrai qu'on comprend rien. Je sais, nul n'est censé ignorer la loi. En même temps, celui qui a écrit la loi, il faisait en sorte que tout le monde l'ignore, parce qu'on comprend quand même que dalle. En résumé, si à l'Assemblée, dans le cadre de l'examen d'un projet de loi de finances, ce qui est le cas aujourd'hui, en l'occurrence, sécurité sociale, comme je vous l'ai dit, projet de loi dans lequel a été injectée la réforme des retraites. Si il n'y a pas de vote sur 20 jours d'examen du projet de loi, ça va directement au Sénat dans la version du gouvernement. C'est-à-dire, voilà, tous les amendements qui ont été proposés dans ton cul. Voilà. Et ça va directement au Sénat. On le sait très bien au Sénat avec la dominante, républicains qui se sont couchés tels des animaux de compagnie qui les affectionnent tant, au point de leur donner le droit de vote. Les républicains risquent fort, en tout cas les sénateurs républicains risquent fort de voter pour la réforme des retraites. Ce qui va faire ensuite que cette réforme va passer, que ce projet de loi de finances / réforme des retraites va passer en commission mixte paritaire, où là encore on sait que la présence des républicains suffirait normalement à faire pencher la balance vers une acceptation. Après cette commission mixte paritaire, on retournerait dans les deux chambres, à savoir Assemblée nationale puis Sénat, pour un nouveau vote qui doit se faire sous 50 jours. Et si tel n'est pas le cas, on aurait un texte mis en œuvre par ordonnance sur décision du gouvernement, c'est-à-dire même pas besoin de vote. Est-ce que tout le monde a compris? Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Que chacun lève la main ou se taise à jamais. Voilà. Non, parce que c'est vrai que c'est technique. Je vais pas vous mentir, j'ai lu le truc 5-6 fois. Mais une fois de plus, tu vois, nul n'est censé ignorer la loi, qui en latin doit se dire, à mon avis, ignarum la lex, finirum entuanus. Enfin, ouais, j'ai des notions de latin qui sont, d'aucuns diraient fragiles. Mais voilà, c'est assez complexe en fait cette histoire-là, mais finalement ça se résume très bien dans la mesure où c'est un toboggan à côté du 49.3. Et c'est, je le dis, je spoil, je vais vous le dire dans quelques secondes dans la vidéo, si tant est que le gouvernement s'engage dans cette voie du 47-1, ce serait la première fois sous la Ve République. Et là, l'attitude de l'opposition est encore plus suspecte pour les raisons que ce monsieur en pull gris chatoyant va vous expliquer tout de suite. Continuez, Jackson, vous m'intéressez. Alors, tout d'abord, pour le gouvernement, quel est l'intérêt d'utiliser le 47-1 plutôt que le 49.3? Vous l'aurez compris. Et c'est pour ça que je vous en parle. C'est 47-1, tout le monde se lit, c'est un score de foot PSG contre Vaux-en-Velin. Et non, en fait, c'est un article de notre Constitution que personne ne connaît, que même les juristes d'ailleurs ont du mal à définir. Notez que ce serait la première fois sous la Ve République que le gouvernement utiliserait cet article-là. C'est dire à quel point il a été peu utilisé, à quel point il est méconnu. Et surtout, l'autre intérêt pour le gouvernement, c'est de ne pas utiliser le 49.3, qui lui, pour le coup, est beaucoup plus célèbre, beaucoup plus connu, tristement célèbre d'ailleurs, et qui pourrait contribuer à mettre de l'huile sur le feu, sur le contexte social, où on sait que beaucoup de Français envisagent d'ores et déjà de se mobiliser dans la rue, et ils ont bien raison. Mais le point le plus scandaleux dans cette histoire, et c'est pour ça que je voulais revenir avec vous, je vous en ai parlé dans la précédente vidéo sur le trouble jeu qui est joué par les oppositions de la France Insoumise au RN, qui font le spectacle médiatique en disant qu'ils vont s'opposer alors qu'ils ne disent pas aux Français que le gouvernement a précisément intégré la réforme des retraites dans un projet de loi de finances de la sécurité sociale pour utiliser un max de 49.3, donc l'opposition ne sert à rien, mais là c'est encore pire, parce que vous l'aurez compris, avec le 47
47-1, le gouvernement a cette fenêtre de 20 jours pour faire voter, et si ça n'est pas voté, ça va directement au Sénat. Derrière, c'est l'autoroute. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quel est le positionnement des oppositions? C'est de dire on va mettre des bâtons dans les roues au gouvernement, on va ralentir l'étude de ce projet de loi, ce qui est précisément ce qu'attend le gouvernement, et c'est par exemple la France Insoumise qui veut se comporter comme ça. Mathilde Panot sur LCI dès le 3 octobre 2022 qui déclarait que la France Insoumise pourrait déposer jusqu'à 75 000 amendements pour ralentir au maximum le projet de loi. Eh bien, la dernière fois, nous étions 17 parlementaires insoumis. Nous avions déposé 17 000 amendements. Aujourd'hui, nous sommes 75. Voilà. Donc 75 000 amendements à prévoir. Pourquoi pas? Plus récemment, c'est Antoine Léaumont sur LCP, aussi la France Insoumise, c'était le 10 janvier qui déclarait « On va préparer un certain nombre d'amendements pour au minimum ralentir l'avancée de ce texte ». On va préparer un certain nombre d'amendements effectivement pour au minimum ralentir l'avancée de ce texte, mais vous l'avez dit, en réalité le choix qui est fait par le gouvernement avec ce projet de loi de finances de la sécurité sociale rectificatif contraint le temps de débat sur le texte, et il est même possible qu'il n'y ait même pas de vote au bout de 20 jours à l'Assemblée nationale et que donc les parlementaires ne puissent pas s'exprimer. Du côté... Voilà. Ce qui est très intéressant dans ce que dit Antoine Léaumont, petite précision, ce qui est très intéressant, c'est que visiblement, il n'ignore pas ce que je vous explique dans la vidéo, cette fameuse fenêtre de 20 jours pendant laquelle le vote doit se dérouler sous peine d'aller directement au Sénat dans la version du gouvernement, donc concernant le projet de loi de finances de la sécurité sociale qui intègre le projet de loi de la réforme des retraites. Antoine Léaumont est effectivement extrêmement sympathique comme monsieur, mais il visiblement n'ignore pas cette histoire de 20 jours, cette histoire de 47-1. Donc il ne l'ignore pas, et pourquoi ne l'explique-t-il pas directement à ses électeurs, ou en tout cas aux gens qui regardent LCP, paraît-il qu'il y en a. Donc je trouve ça très curieux que ce soit à un être ventripotent, mais j'espère néanmoins cocasse, à savoir ma personne, de dire ce genre de choses, parce qu'on a une opposition qui a été élue pour ça quand même, qui n'est pas là juste pour faire des happenings à l'Assemblée nationale et mettre des photos de leur basket sale. Hein. Coucou Louis Boyard. Donc c'est très suspicieux, visiblement, de donner les éléments de compréhension de la situation sans dire réellement ce qu'il en est. On continue. C'est bientôt fini pour ceux qui en ont plein le cul. Et du Rassemblement national, on n'est plus timide, mais c'est exactement la même escroquerie. Marine Le Pen sur Twitter le 10 janvier qui disait « Toute notre détermination pour faire barrage à cette réforme injuste ». Donc, on va résumer la situation entre la précédente vidéo et que je vous ai résumé aujourd'hui et cette histoire de 47-1. Il y a 3 possibilités aujourd'hui sur cette réforme des retraites. Soit elle est votée de bout en bout et c'est le gouvernement qui gagne. Soit elle n'est pas votée dès l'Assemblée nationale et le gouvernement utilisera le 49.3. Donc c'est le gouvernement qui gagne, soit l'opposition retarde le vote au maximum et au bout de 21 jours, ça sera directement au Sénat, derrière c'est le toboggan et ce sera le gouvernement qui gagne. Mais arrête de me craquer, maître, tout de suite. Donc voilà la situation dans laquelle on est avec la réforme des retraites aujourd'hui, avec une opposition qui ne joue pas son rôle, à part de jouer au candidat de télé-réalité à la télévision, tout parti confondu, on voit bien que c'est une escroquerie. Le peuple qui commence à s'organiser aujourd'hui pour aller dans la rue, on voit les médias qui sont déjà vent debout pour dire c'est un scandale, ça fait peur, ça va casser des choses. Vous vous rendez compte, le peuple se mobilise, mais... Nous, on en a par-dessus la tête des manifestations qui dégénèrent. Il faut rappeler quand même pourquoi une manifestation fait qu'il y a des vilaines images et de la violence. C'est toujours de la faute de ceux qui créent de la violence, donc des groupes à risque, et la police ou les gendarmes, ils sont là en répression. C'est la dernière possibilité aujourd'hui que le peuple se fasse entendre, et vous le savez, Juste Milieu a lancé une initiative populaire à ce sujet. Puis là, après, à la fin, je vous parle de cette pétition, cette initiative populaire que Juste Milieu vous propose. Je vous mets le lien dans le chat. Je vais vous épargner cette fin de vidéo. Le lien est dans le chat si vous voulez participer. Plus de 10 000 personnes ont déjà signé cette initiative-là. Donc, je prends les commentaires dans le chat. Vous avez été nombreux déjà à réagir et je remercie Inader qui vient de subprime et Gozmot qui vient de subprime 6e mois. Merci beaucoup, les amis. Donc, je prends le message dans le chat de Meréal à 15, que je salue de toute évidence, qui nous dit, et du coup, aucune motion de censure possible avec le 47.1. Pas que ça change grand-chose, mais voilà, effectivement, alors, il peut y avoir motion de censure dans cette fameuse fenêtre de 20 jours, mais on voit bien le comportement d'enfants qu'ont les partis d'opposition, à savoir, ah ouais, mais là la motion de censure, elle est Rassemblement National, alors nous, LFI, on la vote pas, sinon on a peur d'être fasciste, enfin... Voilà, vous avez suivi, vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. Selon qui propose la motion de censure, les autres partis disent « Ah ben non, parce que si on la vote, automatiquement, on va se transformer en renard. »
ou en troll des cavernes. Enfin, c'est absurde. C'est absurde et pendant ce temps, les gens votent. Donc, la motion de censure est tout à fait possible, sauf que jusqu'à présent, il y en a eu un peu moins d'une dizaine, aucune n'a abouti, naturellement. Les républicains, plus lâches que jamais, ont toujours su que c'était eux qui pouvaient faire pencher la balance. Parce qu'à un moment donné, RN et LFI se disaient prêts à voter. Et les LR ont dit non. Donc c'est toujours pareil. C'est un jeu de chaises musicales où les chaises sont retournées. Et ce sont les citoyens qui s'assoient dessus. Donc forcément, ça pique. Merci à Aurélien2 qui vient de sub, c'est le deuxième mois, merci beaucoup. Donc, au bout d'un moment, c'est ce qu'il faut voir en face. Donc, n'hésitez pas à dire dans le chat, hein, les amis, ce que vous en pensez. J'espère que la vidéo est assez claire parce que c'est un point technique de notre constitution, mais vous comprenez bien que tout ça est technique pour de bonnes raisons, visiblement. C'est que, même si, on le disait tout à l'heure, nul n'est censé ignorer la loi, on voit bien que la loi est d'une complexité qui, lorsqu'on la comprend, finalement, ne va pas franchement dans l'intérêt des citoyens, en tout cas sur certains points, et en l'occurrence, ces points législatifs où c'est compliqué aujourd'hui de comprendre comment ça se passe pour une loi, pour un projet de loi, pour machin. Donc, voilà la situation dans laquelle on est. Je ne sais pas si vous aviez connaissance de cette histoire de 47-1, n'hésitez pas aussi à dire dans le chat ce que vous en pensez. Mais ouais, ça me chagrine. Je ne veux pas vous mentir, ça me chagrine profondément cette histoire-là. Mais affaire à suivre, hein. Espérons que voilà, à notre petite échelle, ça puisse mettre en lumière. Alors, je prends les commentaires, il y a plus de saison que je salue qui nous dit « C'est très clair, des assemblées fantoches, ce sera adopté tranquillou. » Comme chaque fois, Camimi33 qui dit « Non, mais si je comprends bien, ça va quand même passer. Et donc, la manif jouera sur quoi ?» Miguelito qui dit « Non, je ne savais point. Le prince du lac, en fait, si une motion passe, cela fait tomber le gouvernement et il y a de nouvelles élections législatives. Ils ont donc peur de perdre la gamelle. » C'est extrêmement très bien, tu vois. Quand je parle comme Franck Ribéry, c'est que je suis d'accord. Et CBMB 711 qui dit le 47.1, je vais regarder de plus près. N'hésitez pas, camarades, si tu trouves plus d'éléments pour compléter, bien sûr, on est tout à fait preneur. Il y a Montbignac qui... Alors, il y a Camimi33 qui dit « Ok, ça c'est bien. » Montbignac qui dit « Mais pourquoi personne ne saisit le Conseil constitutionnel sur la logique juridique du PLFSSR sur la retraite ?» Alors, très bon point, Montbignac, et ça, j'ai oublié de le dire dans la vidéo, et je me flagellerai ce soir. Il n'y a rien à voir parce que j'aime ça. Le Conseil constitutionnel peut encore casser cette histoire-là, qui est extrêmement border, comme disent les jeunes, hein, le gouvernement qui a injecté la réforme des retraites dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. C'est une sorte de manip qui est extrêmement limite, mais le dernier recours par rapport à ça est le Conseil constitutionnel. Ce même Conseil constitutionnel qui a estimé que le pass vaccinal, tout va bien. Donc à partir de là, voilà. Je dis pas qu'on peut pas compter sur eux. Je dis juste que, bon, entre ce qu'est constitutionnel et ce qui n'est pas constitutionnel, hein, la frontière, selon si ton fils bosse chez McKinsey, elle n'est pas évidente. Donc, là, je parle pour Pierre Moscovici, on salue son fils. Donc, à partir de ça, c'est compliqué. Il y a Camimi33 qui dit « Je vais convaincre mon fils de s'abonner à ta chaîne car j'écoute, mais réexpliquer la politique, c'est pas mon fort. » Merci. Merci beaucoup, cher ami. Ça fait totalement plaisir. Laurent Fabius, pardon. Je dis une bêtise, j'ai dit Pierre Moscovici, excusez-moi. C'est Laurent Fabius, le président du Conseil constitutionnel actuellement. Je me suis tout à fait trompé. Voilà, on me corrige. Merci. Ça, c'est Steph C qui était sur le coup. Merci beaucoup, cher ami. Lupin UPR qui nous dit « J'ai faim. » Voilà. Ça, c'est peut-être l'information la plus calibrée de la journée. Ça, c'est important. Donc, voilà, hein, sur cette affaire, hein, les copains, cette affaire de 47-1, affaire à suivre. Ce que ça donnera, c'est vrai que c'est délicat, on a envie de baisser les bras, mais je crois qu'il faut continuer. Au contraire, il faut continuer à se creuser la caboche, à aller chercher. Et puis voilà. Donc, je continue. Hein. CBMB 711 qui dit on sait ce que valent le Conseil constitutionnel et le Sénat, Burke et Reburke. Voilà. Ça, c'est dit. Montbignac qui nous dit Rémi, j'insiste, mais as-tu connaissance de cette proposition de loi Descrozières? Pas du tout. Mais c'est-à-dire pas du tout. Vraiment, je n'ai aucune foutue idée de ce dont tu parles. Donc, je suis preneur. Si jamais
Si jamais tu as des éléments, c'est avec grand plaisir. Donc voilà, hein, voilà un petit peu les amis, ce qu'on pouvait dire sur ce sujet-là. Affaire à suivre, on verra ce que ça donnera hein, dans les jours à venir. Montbignan qui précise hein, sur l'affaire Descrozet, hein, projet de loi, c'est à propos de la négociation des prix entre les fournisseurs et les distributeurs alimentaires. Alors effectivement, j'ai vu passer des articles à ce sujet, mais pas précisément ces éléments, donc je vais me pencher dessus, comme ça tu pourras faire le contrôle des connaissances. Ça c'est important. Et les copains, alors on va essayer un petit truc pour finir en beauté, parce que on l'a déjà fait, on s'était bien fendu la gueule, bon ça marche pas. Je voulais faire le quiz. Tu sais, le quiz, on avait déjà fait le jeu comme ça. On fait un quiz ensemble et on se fendait la gueule, mais ça marche pas, en fait. Allez, le jeu s'appelle Master of the Grid. Je vous envoie le lien dans le chat. Est-ce que quelqu'un arrive à accéder à ce site à la con? Parce que pas moi. Je suis en 502 Bad Gateway. Tu vois, même je vais vous le montrer. Je sais pas si ouais, ça, tu vois, ça marche pas. Ouais, ça marche pas. Bon, bah, on pourra pas faire de quiz. C'est pas faute d'avoir essayé. J'ai essayé. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Ah, si on a cette sortie de Cyril Hanouna, on va en parler un petit peu. Ça m'a énervé. Tiens, je vous mets ça, c'était hier, je crois, sur Touche pas à mon poste. Allez, sans transition. J'ai vu un truc qui m'a fait halluciner. Est-ce que vous savez combien donne l'État à France Télévisions et à Radio France par an? Ah ouais. Oh. Combien il leur donne? Combien il leur donne? Et en plus, ils ont les pubs, hein. Ça c'est hors pub. Combien? Plus d'1 milliard, non? Mais non, les deux réunis, je dirais 500 millions. Ouais. 4 milliards. Non. 3 milliards 800 millions. Vous pouvez vérifier les chiffres tous les ans. Donc nous, on donne à France Télévisions, à Radio France, 4 milliards. Et ça, c'est sans les pubs, hein, parce qu'ils ont les pubs hein, toute la journée aussi. Que ce soit Radio France, et France Télévisions. 4 milliards. Avec 4 milliards, on peut en acheter des autos pour la police. Hein. On peut refaire quelques hôpitaux quand même. On peut même augmenter les enseignants et voir ce qu'on peut faire dans les lycées, dans les collèges. 4 milliards. Privatisez-moi ça. Non mais sans rigoler. Voilà, un Cyril Hanouna qui s'en est pris au service public. Merci à Happy Wheel 34 qui vient de excusez-moi, merci beaucoup. Cyril Hanouna qui vient de s'en prendre, enfin c'était hier hein, qui s'en est pris à ça. Bon alors, bon au-delà, c'est vrai que d'une démagogie assez bateau, mais bon, ça à la limite je critique pas. Parfois je suis un spécialiste aussi là-dessus, donc j'ai pas de problème. Touche pas à mon poste a commencé sur France 4. Hein. Alors, feu France 4, mais au départ, Touche pas à mon poste était sur le service public. Donc, il a quand même une géométrie variable. Il y a une géométrie variable chez Hanouna que je trouve intéressante. Je voulais voir hein, justement votre réaction dans le chat qui, bon, apparemment laisse peu de suspense. Mais c'est un petit peu quand même l'hôpital qui se fout de la charité. Surtout que, bon, derrière, alors, tu sais, on va regarder. Hein, si tu tapes sur Google, on fait la recherche ensemble. Fortune Bolloré, quasiment 10 milliards de dollars hein, en 2023. On en fait des hôpitaux avec ça aussi. Hein. On en augmente des policiers. Hein. Donc, bon, le problème de la démagogie, c'est que, bon, c'est un peu comme un crachat contre le vent. C'est que ça te revient souvent en pleine gueule. Et bon, là, Hanouna, j'aime bien, hein, j'ai pas de problème avec ça, mais avec Touche pas à mon poste et tout. Hein. Mais patatras. Tu vois, patatras. C'est assez sidérant. Donc, je voulais voilà, revenir avec vous là-dessus. Une autre actu pêle-mêle pour finir la journée en beauté. Tu vois. C'est le juste bistrot de fin de journée. Hein. Franchement, je pense qu'il faut être tranquille. Quoi. On n'y pense pas assez. Ça, tranquille. Tu vois. Et le problème, c'est que. Alors, merci. Il y a Macno 2021 qui dit salut Rémi, si nous sommes tous dans la rue, au Macron et son gouvernement de menteurs-voleurs. Sauteront, eux, et leur anti-réforme des retraites. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas franchement conclu sur cette partie-là, et je m'en veux, mais bon, aujourd'hui, il ne reste pas beaucoup de solutions. Vous l'aurez compris, la lutte contre la réforme des retraites se fera dans la rue. Rien d'autre ne pourra empêcher le gouvernement de reculer. Et j'ai peut-être pas assez insisté sur ça dans la vidéo ce soir, mais il faut être au clair. Il faut vraiment être au clair. Le gouvernement passera coûte que coûte, hein, quoi qu'il en coûte, parce que c'est la mode. Et donc, sans une réelle mobilisation populaire,
multisectorielle, multi-classe sociale, où vraiment on retrouve le peuple de France dedans, un peuple qui réussit à ne pas être divisé par des médias qui vont se comporter comme des chiens de la casse, comme d'hab, hein, à diviser la cause, à tenter de diviser la cause en disant les, les manifestants sont des casseurs, sont des antisémites, sont des racistes, sont des fascistes, sont des conspirationnistes, sont des complotistes. Là, on va manger. Hein. À partir de jeudi, vous allez voir, hein, le comportement médiatique, ça va être la grosse Bertha. Et ils vont tout faire, comme ils ont déjà fait au moment des Gilets jaunes. Enfin, ils vont tout faire, j'espère me tromper, hein, qu'on soit bien d'accord. Ils risquent de tout faire pour décrédibiliser le mouvement. Donc, il va falloir être extrêmement méfiant. Et puis, j'en appelle toujours de mes voeux, mais c'est vrai que bon, c'est vrai que je suis naïf parfois. Puis je pense que je suis peut-être con aussi, c'est ça le problème. Mais j'en appelle de mes voeux que les forces de l'ordre se mobilisent. Tout simplement. C'est d'une certaine manière la dernière digue. Le jour où gendarmes, militaires, policiers se disent non, on va encadrer, on va faire notre mission de force de l'ordre, mais on pose le casque, quoi. On pose le casque. Là, ça va chier. Là, ça va chier parce que c'est la dernière digue. Il faut se rappeler qu'au moment des Gilets jaunes, il y a eu des journées, c'est Le Point qui avait sorti un papier où un policier ou un gendarme témoignait à visage découvert, enfin un visage couvert, pardon, en anonymat, et témoignait sur le fait qu'il y a eu une journée spécifique au moment des Gilets jaunes où la masse de gens présents aux abords, enfin non loin de l'Élysée, même si beaucoup de rues étaient barricadées, les forces de l'ordre présentes n'étaient pas assez. Et qu'un mouvement de foule aurait pu tout faire péter. Et les Gilets jaunes auraient pu rentrer dans l'Élysée. Donc, je n'appelle pas à l'insurrection, qu'on soit bien d'accord. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut faire la Révolution française. Hein. Mais il faut faire bouger les choses. Il faut un référendum sur cette réforme des retraites, tout bonnement. Ou autre chose, ou une autre façon de procéder. Mais il faut quelque chose. Il faut quelque chose. Parce que, effectivement, Méréal à 15 dans le chat qui le dit, tout ça concerne aussi les flics. Tout ça concerne les jeunes, les gendarmes, les profs, les ouvriers, les patrons de PME, les artisans. On y est, quoi. Et tant que tout le monde regardera son petit nombril comment dire, de manière tout à fait sincère ou pas, hein, je critique pas, je critique pas les causes individuelles, chacun bricole de son côté, mais au bout d'un moment, il est difficile de saluer ce qui se passe, par exemple, au Liban, en Iran. Il est difficile de saluer des révoltes populaires. Et dès qu'il y a, le terreau pour ça en France, on dit ah ouais, mais c'est un mouvement de putschistes, complotistes et compagnie. Ayons une révolte populaire, non violente, dans le respect de tout ça. Mais là ça devient véritablement compliqué, quoi. Ça devient véritablement compliqué. Le gouvernement ne reculera pas, et rien ne pourra faire reculer le gouvernement. Donc, prenons ça en cause. Et puis on verra. Mais c'est vrai que voilà un petit peu où on en est, les amis, sur cette situation-là. Donc, petit à petit, voilà. Hein. Est-ce qu'on n'est pas à la fin de l'émission? Je crois que je vous ai dit un petit peu, on a fait un bon petit tour. Hein. On est ensemble depuis 1h10, tu vois. Plus d'1 heure. C'est le plaisir du Juste Bistrot, tu vois. On se régale. Donc, les amis, voilà, j'espère que ça vous a plu ce format. Est-ce que ça vous va, ce format en fin de journée de Juste Bistrot, comme ça, voilà, on papote, on balaye l'actualité. J'essaie de rester un petit peu dans les codes hein, de l'Internet, hein, de ce qui se fait, de ce qui se pratique. Voilà, hein. Vous dites hein, s'il y a des améliorations, il faut que ce soit plus rythmé, que je vous montre plus de vidéos et tout. Voilà, j'ai besoin de progresser, donc n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Alors, le programme va être riche hein, cette semaine, avec en plus des vidéos qui ne sont pas prévues. Alors, on n'est pas dans la merde. On se retrouve demain pour la farce tranquille à 18h, vous le savez bien évidemment. On se retrouve normalement demain, le Juste Bistrot à midi 30. On va voir ce que ça peut donner. Hein, on va bricoler. On va essayer. De la farce tranquille dans tous les cas à 18h. Demain, France-Monténégro, mondial de handball, ça on regarde. Et puis, prochain Juste Bistrot, ce sera jeudi, pareil, 16h30, 17h, on verra. On va se régaler. Donc,
N'hésitez pas à suivre sur les réseaux sociaux, on vous dit tout ça, toutes les infos sur les émissions et tout ça. Puis sinon, vous pouvez le retrouver en replay sur Juste Milieu VOD. Voilà, que du plaisir. Donc, les amis, on est au bout de cette émission, ce nouveau Juste Bistrot. J'espère que ça vous a plu. Merci d'être là, merci d'être toujours aussi nombreux. Prenez soin de vous, gardez la banane, n'oubliez pas, c'est l'essentiel, quoi qu'il arrive, on garde la banane. Je vous embrasse, passez une excellente soirée, bon appétit. S'il y en a qui sont à table ou qui vont bientôt passer à table, prenez soin de vous les copains, vive la rigolade et vive la France. Voilà.